Aimable autorisation de l'organisation, je vais commencer, pas la peine de perdre du temps. Merci beaucoup de votre présence à cette petite présentation sur, évidemment en lien avec la thématique de l'événement qui nous rassemble, sur les enjeux de la décarbonation et la façon dont la ville de Paris l'engage. Alors évidemment, on m'a donné 20 minutes, donc je ne pourrai pas être exhaustif dans la présentation, mais l'idée c'est de présenter quelques grandes orientations que nous avons engagées sur ce sujet majeur. C'est un sujet sociétal et environnemental qui engage le monde entier. Chacun doit y prendre sa part et la ville de Paris a à cet égard pris des initiatives particulières. Ces initiatives, elles sont organisées autour de plusieurs documents stratégiques. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de certains d'entre eux. Le plus important, c'est sans doute le plan climat, qui est celui qui, de façon macro-stratégique, coordonne ensuite les leviers réglementaires, normatifs, qui vont nous aider à documenter et à mettre en œuvre cette stratégie de décarbonation. Et puis parce qu'il a évidemment une résonance plus particulière pour les professionnels que vous êtes, c'est le plan local d'urbanisme et un certain nombre d'innovations qu'il contient qui vont permettre de contribuer. Évidemment, ça ne suffira pas à lui seul. Et ça ne suffira pas tout court d'ailleurs parce que le sujet entre le normatif et la mise en œuvre est évidemment immense. Mais vous donner quelques éléments d'explication, vous en avez sans doute déjà quelques-uns en tête, sur notre plan local d'urbanisme. D'abord, un élément documenté scientifiquement, j'imagine qu'il n'y a pas de climato-sceptique dans la salle, mais enfin, il est quand même nécessaire de le rappeler. Nous sommes de façon très étroite documentés sur l'évolution des températures et à Paris, l'augmentation des températures moyennes entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle sur une augmentation conséquente, plus 2,3 degrés en moyenne. Et ce qui est encore plus illustratif que l'augmentation des températures moyennes, c'est la question des écarts types de température à la moyenne, sur lequel on a ces phénomènes d'exacerbation climatique avec des pics de chaleur et des pics de froid qui sont beaucoup plus marqués. Et deuxièmement, parce que c'est un enjeu sous-jacent immense, en particulier pour nos pays de climat tempéré, la question des phénomènes climatiques extrêmes auxquels nous n'étions pas hyper habitués. Évidemment, il y avait des risques connus, les inondations, etc. Mais ils sont amplifiés. Les orages et la force des vents augmente aussi dans les phénomènes, dans les épisodes climatiques extrêmes. Quelques éléments aussi qui illustrent les enjeux concrets sous-jacents de ce réchauffement climatique. Il y a évidemment la question des températures moyennes. Ils sont en augmentation constante en termes de moyenne de pic de chaleur, qui fait que, grosso modo, pour l'illustrer, l'été a été chaud, mais enfin pas tant que ça en réalité. Plutôt là, l'épisode caniculaire est venu à un moment totalement inattendu, c'est-à-dire fin août, début septembre. Mais la norme, c'est la canicule de 2003 dans son ampleur et dans la durée, pas de température, et surtout dans la durée. Deuxième phénomène, c'est particulièrement préoccupant en ville, c'est évidemment le cumul de ces effets de pic de température la nuit, puisque la caractérisation du pic de canicule, c'est vraiment le fait que la température ne baisse pas la nuit, pas suffisamment pour redonner un peu de fraîcheur à la vie, notamment aux bâtiments. La question aussi des crues, elles seront beaucoup plus fréquentes en hiver, les sols seront beaucoup plus secs l'été, avec une augmentation de 20% du risque de crue décennale et de 40% du risque de crue centenale. Il faut quand même comprendre qu'on ne sait pas à quoi ressemblent les effets d'une crue centenale à Paris. Une fois que le métro est immergé dans l'eau, on ne sait pas si le métro redémarre en 3 jours, en un mois ou en un an. Parce que, évidemment, des mesures préventives sont prises avec toute une stratégie qui accompagne l'émergence de ces nouveaux risques. Mais enfin, jusqu'à ce que ça se produise, on a de vrais doutes sur la résilience de nos grandes infrastructures, que ce soit les infrastructures énergétiques ou les infrastructures de transport notamment. Évidemment aussi la question des sols, avec des sols qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'eau qu'avant. Quand on parle de l'empreinte carbone de la ville, quelques éléments. La base, c'est 2004, au moment où on commence ces travaux de mesure de l'empreinte carbone. On est sur du 28,3 millions de tonnes équivalent CO2.
on est à peu près aujourd'hui à cette charnière. Donc la tendance est bonne. Il y a eu une très grosse baisse qui n'a rien de bonne nouvelle puisque c'est la baisse Covid. On est remonté un peu évidemment depuis, mais la tendance est plutôt bonne. Vous connaissez la stratégie de décarbonation qui est celle de la ville de Paris, mais qui est celle en fait des accords de Paris. C'est de viser à 2050 la neutralité carbone en compactant au maximum les émissions locales ou qui sont induites par les écosystèmes concernés, et donc de faire baisser au maximum et de faire une stratégie de compensation sur la part incompressible des émissions carbone de la vie tout court, hein, comme on dit. Donc on a travaillé sur ces documents et nous sommes en train d'actualiser notre plan climat, et dans quelques semaines au Conseil de Paris, quelques mois au plus tard, nous présenterons l'actualisation de ces chiffres pour montrer que nous sommes sur une bonne tendance, mais qu'il faut la poursuivre et sans doute l'amplifier pour respecter les objectifs. Et en sachant que nous, comme acteurs institutionnels, il y a ce qu'on maîtrise qui relève de nos politiques publiques et de nos compétences, y compris de nos propriétés bâtimentaires par exemple, mais il y a aussi le sujet d'embarquer tous les acteurs privés dans cet effort. À quoi ça ressemble l'empreinte carbone de la ville de Paris? Donc j'évoquais juste avant 28,3, aujourd'hui on est à 18,4. Donc 18,4, comme vous le voyez en tendance, il faut le modérer puisqu'il correspondait à un on n'avait pas réatteint les pics d'activité pré-Covid, notamment sur le transport aérien, qui est un gros contributeur de l'empreinte carbone de la région parisienne et de la ville de Paris. Aujourd'hui, c'est quoi les grands blocs? Alors, à l'origine, on était en 2004 à 28,4 millions de tonnes équivalent CO2. On est passé ensuite à 22,7 et on est aujourd'hui à peu près à 18,4 et on présentera les chiffres actualisés. C'est quoi les grands blocs contributeurs à cette situation? Résidentiel, 1,7, le tertiaire, 1,7, les transports, une énorme PACOS, 4,2 qui sont liés aux avions, passagers et marchandises. C'est un non-dit, mais il va falloir quand même, ce sujet de la décarbonation de l'aérien est absolument majeur. Et vous savez qu'on soutient évidemment notamment l'activité économique et touristique. Et donc, il faut travailler avec les transporteurs et les constructeurs pour améliorer. Et 3,3 mégatonnes qui sont liées au transport hors Paris, mais qui relèvent de l'empreinte de la ville de Paris, en gros des émissions qui sont faites ailleurs, mais qui concourent à la vie parisienne. Et donc, comment on va faire sur tous ces leviers-là pour optimiser et compacter l'empreinte carbone? Je ne vais pas aujourd'hui détailler tout pour me concentrer sur quelques éléments. D'abord, sur le bâti parisien. C'est quoi le bâti parisien? C'est 133 millions de mètres carrés à Paris, et dans lequel il y a une répartition de 74 millions de mètres carrés qui sont en résidentiel et 21 millions de mètres carrés en bureaux. Et il faut savoir que le plus gros impact en termes d'environnement, c'est évidemment le chauffage qui contribue le plus à l'empreinte carbone, la construction, et à Paris à l'origine d'à peu près 1,1 million de tonnes équivalent CO2, avec principalement les constructions neuves, les rénovations lourdes, et dans lequel on inclut aussi tout ce qui permet de faire vivre les villes, c'est-à-dire tout l'espace public et tous les travaux de voirie au sens large qui sont concernés. Quand vous regardez la répartition des émissions, donc c'est 64% en matières premières, 33% liés à la construction et 3% liés à la voirie. Sur les grands objectifs du plan climat, les PCAET, c'est plan climat air énergie territorial. Les objectifs d'ici 2030, c'est 50% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 40% de réduction de l'empreinte carbone, 35% de réduction de consommation énergétique, avec des sous-objectifs qui sont 45% d'énergie non renouvelable. Peut-être rappeler aussi que l'un des enjeux sous-jacents de la stratégie de décarbonation n'est pas seulement l'empreinte carbone, mais évidemment au sens large la question des émissions polluantes et de la lutte contre la pollution, sur lequel nous avons des très bons résultats, qui sont valables d'ailleurs bien au-delà de Paris seulement. Mais la tendance en matière d'amélioration de la qualité de l'air fonctionne très bien, même si ce n'est pas encore satisfaisant et si encore de trop nombreux jours dans l'année, on expose nos populations, c'est-à-dire nous, à des niveaux de pollution qui sont considérés par les scientifiques comme nuisibles pour la qualité de vie et pour la santé.
quelques éléments sur ensuite comment on va utiliser notre pouvoir réglementaire et normatif en matière d'urbanisme pour améliorer la situation. Donc, dans le plan local d'urbanisme, qui s'appelle, comme vous le savez, le plan local d'urbanisme bioclimatique, et c'est un terme qui n'est pas que du marketing, nous mettons ce PLU bioclimatique au service de la décarbonation de Paris. Ça veut dire que la démolition devient quasi de facto interdite, sauf quand on se démontre collectivement que la destruction reste la seule hypothèse viable pour des raisons de superstructure, pour des raisons y compris d'empreinte carbone de la rénovation stricte. Donc la réhabilitation devient la règle. L'accélération de la rénovation thermique et de la végétalisation des copropriétés, avec notamment des bonus de constructibilité pour créer du logement, pour le faciliter. Toute construction devra intégrer désormais des dispositifs de récupération des eaux et de production d'énergie renouvelable. Le réemploi des matériaux pour tous les projets. 100% d'activation des toits pour les énergies renouvelables, la végétation et puis l'usage, notamment autour des enjeux de la pratique sportive. Toutes les constructions devront être en priorité en matériaux bio et géosourcés. Donc les spécialistes de la salle savent qu'on ne peut pas en matière de PLU obliger, mais nous avons prévu toute une série d'incitations, y compris dans le dialogue constructif que nous avons avec les pétitionnaires de projets urbains, pour inciter à l'utilisation des matériaux bio et géosourcés. La fin des climatiseurs individuels. Donc là aussi, on ne peut pas interdire les climatiseurs individuels, mais on peut faire obstacle à leur développement. C'est impératif si nous ne réagissons pas rapidement. On le voit, la courbe d'augmentation des achats de climatiseurs individuels à chaque fois qu'il fait chaud, qu'il y a un épisode caniculaire long, ça monte. Si nous faisons ça, on ne tient pas les accords de Paris. C'est simple. Tout le reste, c'est de la poésie, c'est du sexe des anges. Nous devons absolument réfléchir donc, à toutes les méthodes qui permettent de garantir la fraîcheur des bâtiments sur la base des principes constructifs et aussi à la massification notamment de notre réseau fraîcheur de Paris qui s'appelait Climespace avant, qui est le réseau de frais, parce qu'on a besoin quand même, dans certaines circonstances, de rafraîchir les bâtiments, que ce soit par fraîcheur de Paris ou que ce soit par des développements en géothermie, etc., qui permettent de ne pas passer par des méthodes qui sont trop consommatrices d'électricité et puis surtout qui ne rejettent pas de chaleur dans l'atmosphère. Le plan local d'urbanisme, il a aussi vocation à améliorer, on va dire, et à protéger la qualité de vie en ville, notamment autour de cet enjeu que je ne vais pas détailler de façon complète, mais ce qu'on appelle, nous, la ville du quart d'heure en matière de chrono-urbanisme et comment on développe les services de proximité qui permettent d'offrir aux habitants des conforts du quotidien de proximité. Je redis, parce que c'est un sujet qui a pu défrayer la chronique dans les milieux complotistes, de façon totalement ubuesque d'ailleurs, mais la ville du quart d'heure, ce n'est pas un village gaulois, c'est la ville de quart d'heure, sa cohérence, elle ne se conçoit que dans la proximité, la complémentarité de ces unités de base entre elles. Comme je dis souvent, on ne va pas mettre un musée du Louvre dans chaque ville du quart d'heure, mais la question c'est ce qui fait des 80% de la vie quotidienne, mais qui s'interconnecte dans un écosystème plus large qui permet d'offrir tous les charmes de la ville. Notre enjeu, pour donner un exemple auquel nous faisons une attention particulière, c'est la protection du commerce qui va être considérablement renforcée dans le PLU. À ce titre, le PLU bioclimatique propose des innovations juridiques assez radicales. Je ne vais pas les détailler, mais les évoquer et notamment expliquer que beaucoup de professionnels le faisaient déjà, d'une certaine manière. On me dit, s'ils le faisaient déjà, pourquoi vous l'obligez ? La réponse, parce que tout le monde ne le faisait pas et qu'on a besoin du coup d'inciter positivement tout le monde à s'y intéresser. Je citerai 3 innovations très importantes de notre PLU bioclimatique. Il y a le critère de mixité fonctionnelle qui va inciter les porteurs de projets à engager une diversité de programmation dans leurs immeubles, un peu plus d'agilité, beaucoup moins de bâtiments monofonctionnels, ça pour stimuler la vie de quartier, pour répondre aussi au développement d'une partie de l'offre que la main invisible du marché n'accompagne pas suffisamment, notamment dans l'équilibre entre production de bureaux et production de logements, activation des pieds d'immeubles, la question de l'intégration de l'économie sociale et solidaire, de la vie associative, bref, de ce qui fait le charme d'une ville en général et peut-être parfois d'un quartier, voire même d'un bâtiment.
C'était 2 exemples, j'aurais pu, d'ailleurs le troisième j'allais dire, mais il y est, c'est le Tati Barbès, le siège de la PHP sur le parvis de l'Hôtel de Ville, un ancien garage Renault dans le 15e arrondissement. Voilà, ce sont des projets où je dis c'est possible de faire de la mixité fonctionnelle et des investisseurs savent que l'une des conditions de la rentabilité à long terme aussi de leurs actifs, on le voit, hein, comme certaines villes dans le monde sont percutées par la baisse des rendements immobiliers tertiaires, eh bien, garder de l'agilité, de la transformation, de la modularité dans les usages est une question tout à fait centrale. Deuxième innovation juridique du PLU, c'est la question de l'Urbascore, des externalités positives. C'est comment on va venir challenger à travers 9 critères le dépôt d'une autorisation d'urbanisme de façon à s'assurer d'une certaine manière qu'on met en résonance positive les intérêts particuliers d'un propriétaire, que ce soit un fonds foncière, un fonds d'investissement ou une famille qui possède un appartement ou un immeuble, comment on va le mettre en résonance avec l'intérêt général, comment ça va s'intégrer dans le quartier. Et on a créé des règles un peu exigeantes d'évaluation, mais que je considère être un élément essentiel de l'acceptabilité, parce que quand on regarde l'effondrement de la production de logements, on peut se raconter que c'est lié au contexte économique, mais ce n'est pas que vrai. Ce n'est pas vrai parce que ça a été déjà engagé avant, que ce soit alimenté par la crise Covid incontestablement, mais il y a un vrai problème d'acceptabilité sociétale et parfois les maires se retrouvent entre le marteau et l'enclume de porteurs de projets qui veulent faire, y compris de très belles choses, et d'une opinion publique ou en tout cas de réseaux de voisinage qui n'adhèrent pas totalement aux objectifs. Il faut absolument dénouer cette crise entre guillemets de légitimité de la production de logements. D'abord parce que c'est une condition essentielle pour héberger nos habitants. On connaît aujourd'hui la situation catastrophique du logement, mais il faut aussi pouvoir le faire dans des conditions, favorables. Voilà une série d'exemples d'innovation que nous avons initiés. Puis vous dire que nous avons eu le très grand plaisir de recevoir un avis favorable et de l'autorité environnementale et de l'État. Donc désormais, toutes ces innovations vont vivre leur vie et ne seront pas remises en cause dans la phase d'enquête publique dans laquelle nous sommes engagés et qui sera organisée par la commission désignée par le tribunal administratif pour le piloter dans les mois prochains. Également dire que c'est une initiative évidemment qui s'intègre dans une logique internationale. Nous travaillons beaucoup avec des réseaux de villes. Les villes ont des caractéristiques communes, souvent des histoires différentes, et c'est intéressant de les mettre en résonance et en confrontation. Je travaille beaucoup avec les villes américaines qui connaissent un basculement historique et un retournement historique assez fort, qu'ils avaient d'ailleurs anticipé. Quand vous discutiez avec le maire de New York ou le maire de Los Angeles ou même San Francisco il y a 10 ans, il vous disait nous avons un problème majeur, nos centres-villes ont été désertés par les habitants, il n'y a que de l'activité tertiaire. Le jour où on se prend un retournement de marché, on va se retrouver avec des centres-villes en grande difficulté. Et par ailleurs, avec une immense difficulté à intervenir pour la puissance publique là-bas, parce que les prix de l'immobilier tertiaire étaient tellement chers qu'en gros, développer des stratégies telles qu'on a fait nous, c'est-à-dire de la préemption, de la construction, de l'achat de foncier, etc., est très difficile, comme c'est le cas évidemment, par exemple, à Londres. Et aujourd'hui, vous avez un vrai problème structurel de baisse de fréquentation. Je ne suis pas obsédé par le rendement des actifs tertiaires. Enfin, il se trouve que c'est un indicateur souvent de la dynamique et de la situation de marché. Et en l'occurrence, il se retrouve. Et donc, nous, on veut absolument éviter ça. Et donc, c'est la troisième innovation que j'évoque. Elle est honnêtement, ma vraie conviction, c'est qu'elle n'est pas aussi audacieuse que je l'aurais aimé. On a pastillé des immeubles de bureaux. Certains d'entre vous sont concernés, je n'en sais rien. Nous avons pastillé des immeubles de bureaux pour les transformer en logements. C'est un mécanisme qui est banal en matière de droit de l'urbanisme. C'est fait depuis des dizaines d'années. Je ne sais pas d'ailleurs si une collectivité l'avait déjà fait pour un bâtiment tertiaire. Je n'en ai pas trouvé trace. Et on le faisait d'habitude sur des immeubles de logement. Pourquoi ? Parce que la puissance publique se disait « ouais, mais c'est trop cher en gros de transformer du bureau en logement ». Donc autant faire du pastillage sur des immeubles de... Sauf que nous, on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que d'abord, on ne voudrait pas sanctionner, entre guillemets, le stock de logements standard
pour faire du logement social. Il peut être mobilisé parfois par de la préemption, etc. Mais on veut garder notre stock de logements au global. Mais on veut pouvoir activer plus efficacement les enjeux de transformation de bureaux en logement. En vrai, on peut se dire toute la vérité. Tout le monde dit que c'est génial, tout le monde dit qu'on veut en faire, etc. Mais enfin, peu en font parce que c'est très compliqué sur le plan économique, c'est très compliqué sur le plan comptable, fiscal, etc. Et donc, nous avons pastillé des logements. On en a pastillé quelques centaines. Il y a plus de 14 000 bâtiments de plus de 1000 m² consacrés au bureau à Paris. Quelques centaines, ça me paraît être raisonnable comme objectif. Et j'ai fini ma présentation. Voilà. J'ai respecté mes 20 minutes. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Et je ne sais pas si on a un temps d'échange, mais avec plaisir si c'est le cas. Que me dit l'organisation? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut libérer, c'est ça. Ça enchaîne. Sur tout le travail que vous avez fait, est-ce que vous avez des regrets de ne pas être allé suffisamment loin? Vous avez parlé du pastillage. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où Alors, oui. Oui. J'ai des obstacles, absolument. Je vais la faire très court parce que c'est un sujet absolument majeur. Le droit de l'urbanisme est complètement obsolète. Il est d'une rigidité absolue. Il n'est pas du tout adapté aux enjeux environnementaux, notamment sur un principe qui m'a énormément frustré. Quand vous évaluez... en fait, je pense que aujourd'hui, l'urbanisme est trop centré à la parcelle. C'est-à-dire que dans les mécanismes de réflexion, il faudrait qu'on puisse, sur le plan réglementaire, élargir un peu la focale en disant bah, là, je veux faire ça, etc. Or, le droit de l'urbanisme est très marqué pour une instruction d'une autorisation d'urbanisme par une appréciation à la parcelle. C'est d'ailleurs plutôt une bonne surprise pour nous. C'est que dans un mécanisme un peu complexe, mais que je peux vous expliquer, dans le principe de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire l'obligation dans une rénovation lourde d'introduire un objectif de logement au minimum. Moi, je voulais à la fois faire du logement et donc inciter, un peu contraindre, on va dire, les mots, certains opérateurs qui, si je ne leur demandais pas, ne le feraient pas spontanément. Je me suis dit, je ne veux pas non plus que ce soit un point de blocage. Et donc, on a inventé un système qui s'appelle un système dit de prise en compte et pas de compensation, ce qui, sur le plan juridique, est important comme nuance, qui vise justement à dire qu'on peut apprécier un projet urbain aussi en regardant ce qui se passe autour, d'une certaine manière. Et on a été très satisfait de voir qu'a priori, pour le moment, ça semble passer selon l'État, donc la DHUP, ça semble passer le mur du son en matière juridique. Mais ça, c'est une innovation. Mais incontestablement, au cours des réflexions que nous avons eues sur le PLU, on s'est heurté à une rigidité juridique qui, de mon point de vue, nécessitera une réforme législative assez lourde. Aujourd'hui, c'est un sac de nœuds entre ce qui relève du code de l'urbanisme, ce qui relève du code de l'environnement, qui est de plus important. C'est-à-dire qu'on fait des instructions d'autorisation d'urbanisme dans lesquelles la mobilisation du code de l'environnement devient de plus en plus lourde. Et donc, je pense qu'il y a un travail d'agilité, de simplification et sans doute de permettre un peu d'élargir la focale pour les autorités communales qui sont chargées de délivrer ces AT. Alors, absolument, absolument. Et donc, là aussi, on a fait un truc, on a essayé un peu de clarifier les règles. Aujourd'hui, le PLU actuel me semblait un peu abscon sur ces sujets de surélévation, où grosso modo, il y avait un mécanisme sous-jacent qui m'inquiétait beaucoup, qui est, à mon avis, pas anodin, notamment dans la crise immobilière qu'on traverse. C'est qu'en gros, il y avait un potentiel gabaritaire. Des gens achetaient, dans la frénésie immobilière des dernières années, achetaient sans condition suspensive et venaient me voir en disant « Moi, j'ai le droit à un R+8 ». Je dis n'importe quoi, hein, j'ai le droit à un R+8, c'est marqué là dans le PLU. Je dis « Bah non, dans le PLU, il n'y a pas marqué, c'est maximum un R+8, mais ce sera peut-être un R+5 ou un R+6 ». Elle dit « Mais je peux pas, moi j'ai acheté sans clause suspensive un machin sur un potentiel en R+8 ». Je dis « Oui, d'accord, mais c'est pas... » Et donc, notamment sur un problème de compréhension du fameux article 11, je ne sais pas si vous y avez été confronté, qui est notre espèce d'arme atomique pour dire non. Qui est le critère d'insertion urbaine, qui me semble un tout petit peu subjectif en risque contentieux administratif. Et donc, on a fait tout un travail sur le gabarit, la morphologie, que honnêtement, je fais semblant de comprendre. Je ne le comprends pas. Il n'y a que les architectes et les inspecteurs de la direction de l'urbanisme. Enfin, c'est leur boulot. Donc, le principe est simple. La surélévation est favorisée à quelques conditions.
si la surélévation accompagne, entre guillemets, la facilitation économique de la rénovation thermique du bâtiment, et à condition qu'elle soit ciblée vers du logement. Voilà. Et donc, par ailleurs, il faut qu'elle s'intègre dans des règles de morphologie et d'intégration urbaine pour respecter ce tissu parisien auquel nous tenons tous. Eh bien, écoutez, merci à tous, c'était très, très agréable.